Je suis heureuse de vous retrouver pour de nouvelles nuits blanches sur Europe 1, où nous allons nous laisser porter par vos paroles, puisque cette émission vous est entièrement dédiée. Jusqu'à 1h, je vous invite à composer le 3921 pour nous parler de vous et de vos histoires de vie. Et comme cette émission, nous la faisons ensemble, si un témoignage vous touche, s'il fait écho à votre vécu, vous pouvez à tout moment appeler le standard 3921 pour vous joindre à la discussion. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou encore envoyer un message au 7 21 21 code nuit. Ce soir, vous serez accueillis par Clémence et Assiba avec la complicité de Régis Lamotte qui réalise cette émission 3921. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de me recevoir ce soir. Mais je vous en prie. Alors Christine, vous avez divorcé il y a 3 ans, fait une grave dépression à la suite de cela. Oui, tout à fait, oui. Il faut préciser que votre mari, c'est lui qui a demandé le divorce après avoir rencontré une autre femme, hein, je crois. Voilà, tout à fait, oui. Oui, donc j'ai fait une grave dépression, c'est-à-dire que je suis partie 3 semaines dans un centre hospitalier spécialisé, ce qui m'a fait de très grand bien. Oui. Parce que j'étais tombée tellement dans un état lamentable, comme on peut dire. Bon, à l'heure actuelle, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je m'en suis sortie. Voilà. Mais par contre, ce qui me fait un petit peu souci, c'est pourquoi encore à l'heure actuelle, je continue à faire des cauchemars concernant mon ex-mari. Et des cauchemars, comment vous dire... dans lesquels il me fait toujours du mal, quoi. Quand il est là, c'est toujours pour me faire du mal. Voilà. Bon, c'est pas toutes les nuits, bien entendu, mais bon, c'est à l'occasion, par exemple, si mes enfants me parlent de lui, ou comme mon ex-mari s'appelait Francis, donc des fois, quand on évoque son nom, son prénom, eh bien, ça me rappelle de mauvais souvenirs, alors que dans la journée, j'y pense pas particulièrement. Bon, c'est déjà bon signe hein, que dans la journée vous n'y pensiez pas. Non, ça veut dire que effectivement, comme vous le dites, vous êtes sorti de cette dépression, vous êtes guéri, vous allez mieux, mais que finalement, au fond, ces cauchemars, évidemment, c'est pénible lorsque vous les faites, puisque vous vous réveillez, vous vous en rappelez, puisque vous en parlez. Ouais. Mais c'est une façon finalement d'expulser, de purger. Le mot est pas joli, mais enfin de continuer, de finir, de faire le deuil de cette relation, puisque de fait, il vous a fait du mal en vous quittant. Oui, et peut-être d'ailleurs avant dans la relation, je ne sais pas, mais cette rupture vous a fait beaucoup de mal. Pendant la relation, non, je pourrais pas dire qu'il m'ait fait du mal particulièrement. Enfin, bon, je sais pas, c'était peut-être une relation qui, après 25 ans de vie commune, commençait un petit peu à être routinière. Et bon, il a eu l'occasion de rencontrer une collègue dans son travail. Bon, c'était une personne qui habitait quand même à 500 km de chez nous. Et puis 1 an après, donc ils se sont quittés. 3 mois après, il en a rencontré une seconde personne. Et au bout de 6 mois, avec cette personne-là, bon, ils se sont mariés. Donc ça remonte à septembre dernier. Mais oui, en plus, il y a eu un mariage. Voilà, il y a eu un mariage. Mais enfin, disons que ça m'a pas affecté outre mesure. Bon, ça m'a surprise un petit peu parce que c'était assez rapide. Mais je veux dire, nous avons des rapports très cordiaux, uniquement basés sur le bien-être des enfants. Mais bon, c'est vrai aussi, c'est vrai que moi j'ai conservé mon nom de femme mariée parce qu'il me l'avait accordé, et maintenant il aimerait que je reprenne mon nom de jeune fille. Voilà. Donc quelquefois il m'envoie des messages qui sont pas très sympathiques. Donc, et puis c'est vrai que lorsqu'il m'envoie des messages sur Internet, j'ai toujours une certaine crainte à les ouvrir. Oui, une appréhension de ce que vous allez découvrir. Voilà, il y a toujours une certaine peur, quoi.
Bah oui, parce que ça ravive forcément, ça ravive certaines blessures. Enfin, c'est pas neutre comme message, hein, oui, de recevoir des messages de votre ex-mari. C'est compliqué pour vous. Oui, quand même. Et puis, il faut que je vous dise. Alors, au moment où il m'a annoncé qu'il voulait divorcer, alors curieusement, il s'est passé quelque chose en moi. J'ai senti quelque chose qui s'effondrait en moi. J'arrive pas à expliquer cette sensation. Un peu comme si c'était moi qui m'évanouissais à l'intérieur de moi-même. Et à partir de ce moment-là, j'ai été complètement anéantie. C'est-à-dire que j'ai vécu, je veux bien dire 9 mois dans un état de légumes, quoi. C'était c'est une situation que franchement je ne souhaite à personne, parce qu'on se sent tellement mal qu'on a envie de rien, et c'est vraiment mais bon, maintenant tout ça c'est du passé. Bon, j'ai plein de... Vous aviez quel âge quand ça s'est passé? Alors là, j'ai 48 ans, bientôt 48 ans, donc il y a 3 ans, ça faisait 45. D'accord. Ben oui, mais vous décrivez très bien, hein, ce que les psys appellent cet effondrement du moi, c'est-à-dire du noyau de votre personnalité, hein, c'est-à-dire cette bascule, ce sentiment d'anéantissement de votre personnalité. Ah oui, mais alors là, ça a été soudain, quoi, rapide. Ben oui. Mais c'est une situation que j'avais subie un petit peu quelques années auparavant, parce que tout simplement je voulais entreprendre des études par correspondance, et lorsque j'avais reçu le paquet de livres, j'ai eu cette même sensation-là, je sais pas, et impossible de me plonger dans ces études, et j'ai fait une dépression qui m'a aussi emmenée donc en clinique, et pendant 3 semaines, et puis ça a été un petit peu long à se remettre enfin, pour que je reprenne mon moral et tout ça, mais j'avais connu la même sensation, quoi. Alors, donc là, 2 fois, ça faisait quand même beaucoup, quoi. Oui. Vous avez pu réfléchir, un peu travailler, renforcer, savoir qu'est-ce qui vous aspirait comme ça. Là, cela dit, on peut comprendre un tel effondrement, parce que être quitté après 25 ans de vie commune, c'est énorme, hein. C'est surtout que vous dites, voilà, la relation se passait plutôt bien. Elle était devenue un peu routinière, mais enfin, c'est pas forcément mauvais, la routine. Enfin, et puis au bout de 25 ans, c'est même assez logique, hein. Enfin, il n'y avait pas de... Ce qui vous a fait mal, c'est vraiment la rupture. Parce que comme moi, je n'ai pas de métier, de profession, si vous voulez, bien définie. Je n'avais pas de travail fixe. Voilà. Bon, je faisais des travaux par-ci, par-là, suivant mes compétences, mais je n'avais pas de travail fixe. Voilà. Donc après, à moi de me débrouiller pour travailler, pour trouver un logement, pour déménager. Voilà, quoi. Donc je me suis sentie abandonnée. Et c'est vrai que mon ex-mari, lui, comme il était à tous ses amours avec sa nouvelle compagne, donc il s'est pas du tout préoccupé de moi. Heureusement que j'ai eu des personnes qui, eux, m'ont beaucoup aidée. Ça, je leur en remercie beaucoup. Parce que je sais pas comment j'aurais pu... vous savez, quand on est dans des états comme ça, on est capable de rien faire du tout, quoi. Non, bien sûr. Non. Donc... Et vos enfants, quel âge avaient-ils à ce moment-là? Alors, ils avaient 15 ans et 18 ans. D'accord. À l'heure actuelle, ils vont très bien. Et puis, c'est vrai que maintenant que je suis seule avec mes enfants, je trouve une chose qui est très positive, c'est que je suis libre d'accueillir mes enfants, d'accueillir leurs copines. Oui. Et je crois que de mon côté, ça a été la chose positive, quoi. C'est comment vous expliquer. C'est vrai qu'avant, j'avais peur de recevoir du monde chez moi. Vous ne vous sentiez pas totalement libre de
enfin de vos mouvements. C'est peut-être un peu exagéré, mais vous n'osiez pas, par exemple, recevoir les petits amis ou simplement les copains de vos enfants. Pas les copains, non, mais c'est surtout amis. Les amis, enfin les collègues de travail de mon ex-mari. Parce que lui, comme il travaillait, il est ingénieur. Bon, moi, je ne suis pas ingénieur. Bon, moi, je travaille dans le service à personne. Il y avait une sorte de décalage quelquefois. Oui. Et c'est vrai que quelquefois, quand j'ai eu des discussions avec ces personnes-là, quand vous dites que vous êtes auxiliaire de vie, bon, à l'époque, j'étais assistante maternelle, les gens se détournent de vous, quoi. Enfin, ils se disent, ouais, bon, cette personne-là, elle n'a pas grand-chose à raconter, quoi. Et c'est vrai que comme je travaillais chez moi, Vous ressentiez un certain mépris de la part... Oui, non, pas de mépris, mais d'indifférence, quoi. Les gens se détournaient. Parce qu'en fait, je sais pas... Oui, comme si c'était deux univers qui ne pouvaient pas cohabiter, comme si vous parliez pas le même langage. Disons que c'était des collègues de travail de mon ex-mari, donc... C'est vrai qu'ils discutaient beaucoup de travail, beaucoup de collègues, donc entre collègues, bon, la vie des uns et des autres, quoi, comme on peut parler quand on est sur un lieu de travail. Et moi, ne connaissant pas cet univers-là, bon, et puis peut-être que les gens, quand on est assistante maternelle, c'est le foyer, c'est la famille. Oui, peut-être qu'ils n'avaient pas très envie de parler de tout ça, quoi. C'est un petit peu routinier, la famille, les enfants, les couches, Donc, moi, j'avais perçu de l'indifférence, quoi. Oui, vous aviez un peu de mal à exister par rapport... Voilà, c'est vrai. C'est vrai que j'existais beaucoup à travers mon ex-mari. Et lui étant d'une nature très sociable, moi aussi, mais je veux dire, il avait beaucoup de contacts avec le public, avec les gens. Et puis aussi une chose qui m'embêtait, c'est que mon ex-mari, quand il était en présence de personnes, il se mettait à boire, quoi. Voilà, donc ça passait, moi et l'alcool, des fois ça fait un petit peu deux, quoi. Je veux dire, quand l'alcool amène les gens à être très gais, à être très joyeux, pas me bloquer, quoi. Alors du coup, j'invitais personne parce que je savais que après ça allait un petit peu. Donc vous avez une vie sociale finalement aujourd'hui beaucoup plus riche. Oui, tout à fait. Bon, paradoxalement, depuis que vous êtes seule. Non, sans forcément sortir, mais vous recevez plus. Oui, c'est surtout les copains de mes enfants. Et vous avez des amis? Moi, j'en ai pas beaucoup, non. C'est vrai que je sors très peu. J'essaye de m'extérioriser, mais bon, c'est pas très facile de trouver des gens avec qui parler, quoi. Mais sinon, au niveau thérapeutique, donc je suis toujours suivie par le même médecin. Oui. Parce que j'ai encore un petit traitement que je prends et que je suis obligée de prendre tous les jours, parce que sinon, je sens... pas une baisse de morale, mais enfin je sens que j'ai encore besoin de ce médicament. Oui, vous seriez un peu vacillante, oui, mais il n'y a pas de souci. Oui, vous pouvez, si c'est vrai que autrefois, j'étais suivie par un médecin dans le privé, et là maintenant je suis suivie par un médecin dans le public. Oui. Et c'est vrai que je trouve beaucoup de bienfaits avoir un psychologue ou un psychiatre. Et c'est vrai que quand vous recommandez à une personne de suivre une thérapie, quelle qu'elle soit, moi, je trouve que le meilleur des médicaments, c'est quand même la parole. Discuter avec quelqu'un qui est du domaine. Bien sûr, les médicaments ne remplacent pas, mais je veux dire, pour moi, la parole, c'est libératrice, quoi. C'est salvateur. Salvatrice, oui, plutôt comme ça. Voilà. Mais écoutez, c'est important de vous en parler, vous, puisque vous le vivez, vous le ressentez. On le sent d'ailleurs dans la façon, dans une forme de sérénité qui se dégage de vous. On a du mal à imaginer un moment que quand ça s'est passé, vous nous dites vous étiez comme un légume, c'est-à-dire complètement anéanti. Il y avait plus de mots là à ce moment-là. Vous étiez sidéré. C'est ce que dit d'ailleurs Anne de Montpellier qui envoie un petit message pour dire le gouffre. Je confirme et je compatis. Alors heureusement vous en êtes sorti du gouffre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai un de mes frères qui venait me voir assez régulièrement. Il habite quand même à 200 km, mais quand il m'a vu, il m'a dit oui, je ressemblais à un légume, mais c'était tout à fait cette expression-là.
on se sent comme ça. Mais c'est important de le dire parfois aux personnes, alors évidemment qui sont dans cet état-là, plongées dans une dépression assez sévère, mais aussi aux personnes de leur entourage, parce que ça peut être très angoissant, voire effrayant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être face à un étranger, de ne plus reconnaître celui ou celle qu'on, par ailleurs, on croyait si bien connaître. Or, c'est l'état même de la dépression qui modifie la personne, y compris parfois physiquement, parce qu'il n'y a plus de mimique sur le visage. Le visage devient complètement inexpressif. On retrouve on retrouve la personne telle qu'elle était, y compris évidemment toutes les expressions du visage, ça revient évidemment, et même la personne quand elle s'en sort et quand elle fait comme vous un travail sur elle-même, elle en ressort même plus forte de cet épisode. Ça revient, mais c'est vrai que sur le moment, l'entourage, parce que la personne, elle se voit pas telle qu'elle est, elle le ressent, c'est pire, elle le ressent elle de l'intérieur. Mais pour l'entourage est souvent très effrayé, a l'impression que, vous voyez, quand vous dites l'expression comme un légume, elle est terrible, mais ça revient, tout ça, heureusement. Oui. Non, mais c'est vrai que, une petite anecdote, il y avait un moment où mon ex-mari est parti rejoindre son ami pendant 3 jours. Je peux vous assurer que pendant 3 jours, je n'ai pas quitté mon lit. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la force d'aller de se lever, de laver, de faire à manger. Mes enfants étaient chez des copains. Et j'ai perdu une bonne dizaine de kilos que j'ai rattrapé quand même par la suite. Mais c'est vrai que après coup, on se dit, mais comment on a pu être comme ça? Mais oui, mais chaque personne a peut-être des façons de réagir. Oui. Mais vous avez repris. Ça a été une expérience, parce que moi-même, comme je travaille dans une association humanitaire, quand je vois des personnes qui ont un visage triste ou qui ont des comment on appelle ça, que je peux repérer, je peux comprendre leur douleur, leur souffrance. Oui. Vous êtes plus réceptive, oui. Oui, disons que oui, je travaille pour la Croix-Rouge et je suis bénévole aussi là-bas. Et donc, quelquefois, je vois des personnes qui sont apathiques comme ça et on peut mettre des mots sur leur souffrance. Et c'est vrai que c'est une expérience, mais bon. Je vous propose qu'on accueille Camille, qui est avec nous au 39-21 et qui vous écoute attentivement et qui a envie de vous parler. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir Camille, bonsoir Christine. Écoutez, votre intervention au départ était extraordinaire parce que les mots que vous avez employés sont exactement la même chose que j'ai employée il y a 8 ans quand en effet mon mari est parti après 20 ans de mariage, etc. Et au-delà de ça, je dirais que moi je trouve que vous avez une sérénité qui est beaucoup plus rapide que moi j'ai eu. Mais actuellement, ce que je m'aperçois, c'est que par exemple, quand vous avez parlé du nom de famille, un jour j'en parlais comme ça à un de mes beaux-frères qui est magistrat, il m'a dit, de toute façon, on garde toujours son nom de naissance. Et après, on rajoute le nom du mari. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que dans tous les papiers, vous marquez épouse, truc, mais vous marquez toujours votre nom. Alors, prenez le temps, parce que moi, le jour où j'ai vraiment décidé, dans mon travail, etc., de ne plus rajouter le nom de mon ex-mari, c'était comme si, finalement, je me libérais un peu plus de lui. Oui. Et je crois que petit à petit, vous allez avoir... Alors, il y a un truc, par exemple, idiot que j'ai fait, parce qu'il peut sembler idiot, mais il m'avait acheté une superbe montre. Et le jour où j'ai changé, j'ai acheté une autre montre à 15 €. Mais finalement, symboliquement, c'était encore un détachement de plus par rapport à ça. Oui. Et je crois que petit à petit, vous voyez, il faut prendre son temps de se détacher finalement de tout ce qui a pu l'attacher parce que ça fait partie, je crois, du chemin de ce qu'on appelle le deuil, que moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et que je comprends maintenant. Mais je crois qu'il faut prendre son temps et puis si vous n'êtes pas prête pour le nom, vous attendez et puis tant pis, il peut râler, c'est pas grave. De toute façon,
c'est pas ça qui va changer, parce que de toute façon, votre nom, c'est votre nom de naissance. Dans tous les papiers, les impôts, la Sécu, on vous demande votre nom de naissance, épouse. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que lui, il m'expliquait dans son message qu'il avait l'impression d'être bigame. Mais ça, c'est son problème, c'est plus le vôtre. Voilà. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est, dans un premier temps, c'est mettre, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur les boîtes à lettres, etc., je mettais mon nom de naissance, suivi de mon nom d'épouse, parce que de toute façon, il est évident que, comme mes enfants habitent ici avec moi, une partie de mes enfants, donc il faut bien que le nom de mes enfants apparaisse quelque part. Oui, d'accord. Oui. Justement, oui, sur ma boîte aux lettres, j'ai mis les deux noms. Ouais. Voilà. Le sien et le sien. Oui, et puis peut-être qu'un jour, à votre travail, etc., finalement, vous direz, j'en ai plus rien à faire de ce nom, mais je crois que voilà, il faut prendre son temps, et puis, si lui, il a l'impression d'être bigame, tant pis, de toute façon, c'est qu'une impression, puisque, à part s'il a d'autres maîtresses, mais bon... ça, je sais pas. Voilà, oui, ça, c'est à la limite, il a à le gérer, mais dans les faits, c'est qu'administratif. Et vous aviez fait des cauchemars comme ça, comme Christine? De cauchemars, oui, c'est ça, c'est un peu inévitable. Par rapport à l'alcool, etc. Et en fait, ce qui m'a fait tilt, je dirais, c'est que je comprenais pas ce que voulait dire le deuil. Jusqu'au jour où j'ai eu quelqu'un de très proche qui est décédé. Et après 1 an, j'ai pu penser à cette personne sans avoir mal. Et je me suis dit, ça doit être ça le deuil. Et actuellement, maintenant, j'arrive à parler de la période de ces 20 ans passés avec le père de mes enfants, sans avoir mal. Voilà. Mais vous le dites très bien, parce que parfois on me pose la question, il y a des gens qui sont très en colère quand je parle de faire le deuil, qui l'associent à oublier la personne. Ce n'est pas oublier, c'est pouvoir y penser sans avoir mal. Voilà, et en fait c'est la comparaison finalement entre le deuil que j'ai eu par rapport à quelqu'un de décédé, et même, vous voyez, même là, il n'y a pas longtemps, il y a un de mes enfants qui me parlait, qui lui, il avait 5 ans quand on s'est séparés, et j'ai réussi à pouvoir lui dire que si j'avais eu 4 enfants avec son père, c'est que il avait quand même des qualités et qu'il a toujours des qualités. Mais que maintenant, et je peux vous assurer que c'est une sacrée étape de pouvoir un jour dire ça à son enfant. Et pourtant c'est vrai, vous l'avez forcément aimé cet homme. Exactement, mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas ça qui m'a... Enfin voilà, Christine, moi je vous admire parce que je trouve que vraiment vous avez déjà un énormément parcours. Merci. Oui. Bon, c'est vrai que là, je vais entreprendre et je me suis déjà inscrite. Bon, c'est vrai que l'année dernière, j'avais déjà passé le concours, donc le concours des soignantes. Là, je vais le repasser cette année. Et, vous avez raison. Oui. Profitez de cela pour. Vous avez. Finalement, c'est un moment pour vous, pour vous occuper de vous à tous les sens du terme, pour reprendre confiance en vous, Et je pense que si jamais, si je n'avais jamais divorcé, je pense pas que j'aurais entrepris des études. Peut-être. Que je me serais pas lancée, afin que. Oui, vous auriez peut-être trouvé une gratification continuée dans ce fonctionnement comme ça de couple familial, alors que là vous vous lancez de nouveau ce défi, de vous réaliser sur ce plan-là. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas que j'étais soumise, mais enfin c'était routinier. Non, c'est pas forcément la soumission, c'est que vous étiez un peu dans un fonctionnement de couple, fonctionnement familial, où parfois on s'assoupit un petit peu. Non, et puis moi, ce que je pense, si je peux vous interrompre. Bien sûr, Camille. C'est que je pense aussi que souvent, hélas, nous les femmes, en tout cas moi, puis je le vois chez certaines de mes amies, on a une idée un peu idéaliste de la famille et qu'on a tellement envie que ça marche qu'on s'oublie un peu soi-même. Il y a un peu un sacrifice, oui. Et on se fait un certain sacrifice. Et c'est vrai qu'au moment du divorce, petit à petit, on s'aperçoit que finalement, on s'est peut-être renié quelque part parce qu'on avait tellement envie que ça marche. Oui, et que... c'est vrai que quand on confie ses enfants à une autre personne ou quand on confie ses enfants à une crèche et que nous-mêmes on va travailler, c'est vrai que moi j'avais un petit peu ce côté culpabilisant. Voilà. Donc, quand moi je me suis occupée des enfants des autres personnes, je le faisais avec plaisir parce que ça m'intéressait et justement je suis souvent tombée sur des personnes qui étaient dans des milieux médicaux, donc qui galéraient le soir pour trouver quelqu'un, etc., etc.
Et vous, Enfin, Camille, vous avez, pardonnez-moi de vous interrompre, Christine, mais est-ce que vous avez un peu plus de recul? Est-ce que sur le plan sentimental, amoureux, vous avez pu reconstruire quelque chose? Écoutez, pour être franche, il y a eu toute une période de vide parce que j'avais l'impression que j'étais un peu amputée de ma vie de femme et que le fait d'avoir été quittée, c'est quand même, ça donne une image de soi qui est pas forcément très belle. Et puis après, j'ai un petit peu été un peu volage, disons. Mais c'était parce que je pense que j'avais besoin quelque part de retrouver, de sentir que je pouvais encore plaire à quelqu'un. Et puis après, je me suis fixée. Mais ça n'a pas duré, ça a duré qu'1 an. Mais actuellement, je pense que maintenant, je suis prête à avoir une relation. Mais avant, je pense que j'avais peur que cette relation, si elle capotait, me fasse retomber. D'accord. Oui, je comprends. Donc, je pense qu'il y a eu. Maintenant, je pense que j'ai vu que je pouvais plaire encore. Donc, oui, vous êtes rassurée. Voilà. Vous êtes rassurée. Parce que je reçois un message de Franck qui dit: la vie est belle, laissez-vous aimer, séduire, surprendre. Essayez d'oublier celui qui ne savait plus vous aimer et profitez-en, elle est tellement courte. Il y a le valet de cœur qui dit: vivre à deux ne veut pas toujours vivre pleinement. Vivez à fond chaque moment de cette renaissance. C'est votre grande chance. Il y a Coco qui revient sur la période de dépression, qui dit: c'est vrai qu'on a aspiré dans un trou noir, on arrive à ne plus vouloir se lever. Et il y a Nelly qui dit: votre témoignage me touche. Ça, je les ai reçus au moment où vous témoignez, Christine. Vous me semblez équilibrée, sensible, méritée de vivre heureuse. Il y a Vincent qui dit: je suis ingénieur comme l'ex-mari de Christine et chef d'entreprise. Ma femme est pharmacien, mais nous avons fait le choix qu'elle élève nos 3 enfants. Souvent, elle a ressenti le même dédain de la part de l'entourage extérieur. Ce n'est pas tant le métier, mais le fait de ne pas travailler comme salarié qui est souvent mal vu, mal perçu de l'extérieur, dit Vincent. Et puis il y a Anne qui dit: j'écoute vos auditrices avec émotion, je vis actuellement les mêmes choses qu'elles, elles ont les mêmes mots que moi pour exprimer leur histoire. Le nom n'est pas si important, c'est purement administratif, il faut du temps. Combien de temps pour que notre vécu devienne juste un souvenir, dit Anne. Et puis il y a Inès qui dit: vous renaissez, alors vous êtes encore fragile et neuve, alors créez du neuf. Joli ça. Oui, c'est vrai. C'est gentil. C'est vrai. Mais ça me fait penser, j'en parlais la dernière fois, je ne sais plus à quel sujet. Ah oui, parce qu'il y avait Bénédicte qui avait du mal à... Enfin, elle avait pris un peu un coup sur la tête avec ses 50 ans. Et j'avais parlé du livre de Sylvie Brunel, la manuel de guérilla à l'usage des femmes. Alors le titre, je trouve un peu agressif, un peu, j'aurais pas mis ce titre-là moi, mais et elle parlait de, c'est vrai que c'est un livre qui a eu beaucoup d'écho parce que c'est l'ex-femme d'Éric Besson, mais je trouve que c'est réducteur. Évidemment, elle parle de son histoire avec Éric Besson. D'ailleurs, ça donne un éclairage particulier à cet homme dont on parle beaucoup, mais au fond, elle le connaît mieux que personne puisqu'elle a vécu avec lui quand même plus de 25 ans, je crois. Je me souviens plus, pourtant j'ai lu le livre. Et elle parle. C'est un livre aussi qui parle beaucoup sur la solitude des femmes après 40 ans et des femmes qui ont été quittées, puisqu'elle a été quittée. Et je trouve que c'est un très beau livre. Enfin, il y a des passages très intéressants sur. Moi, je l'ai lu aussi. Vous l'avez lu? J'ai trouvé très très bien et je trouve qu'elle situe très bien la chose et surtout dans un contexte, ce qui est difficile, notamment, c'est ce contexte social actuel où finalement l'homme à 50 ans, moi je le vois par rapport à beaucoup d'amis qui sont séparés et qui vont revivre leur vie, qui vont refaire des enfants avec des petites jeunes et c'est vrai que nous, femmes, on n'aspire pas forcément à la même chose. Non, pas forcément être avec des hommes plus jeunes. Exactement. Et comme, alors même si on voit beaucoup dans les magazines des stars, enfin aux États-Unis, qui sont avec des hommes plus jeunes, mais ça reste assez marginal. C'est pas ce à quoi aspirent forcément les femmes de 50 ans, d'être avec des hommes plus jeunes, finalement. Mais elle évoque très bien la difficulté pour une femme d'assumer comme ça ce parcours comme ça à mi-vie dans une société qui valorise, qui privilégie beaucoup, qui a ce culte même de la jeunesse. Elle a des réflexions
réflexions comme ça très intéressantes, très fortes, je trouve. Oui, et puis on a l'impression que quand on est tout seul comme ça, qu'on est presque pour les autres asexués. Et ça, c'est quelque chose, bon, après qu'on arrive à replacer et à le faire diminuer, mais c'est vrai que dans cette société où il faut être en couple, où il faut avoir quelqu'un, etc., si on est seul, on est presque, un peu anormal, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'avais. Marginal. Marginal, oui, tout à fait. Marginal. J'arrivais pas à trouver le mot. Oui. Mais... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que vous êtes que Christine, elle s'est super bien. Ah oui, c'est incroyable. Donc, et puis en plus, le fait que vous passiez ce concours d'aide-soignante, là, c'est très bien. Ça vous donne un objectif. Oui. Donc, c'est une très bonne chose pour vous. Oui, puis après... Et quant à vos cauchemars, vraiment, n'en ayez crainte. Au contraire, l'inconscient est très bien fait. C'est une façon de chasser de vous, d'exorciser tout ce que cette séparation a créé, a généré comme vous de blessures, de souffrances, et ça fait partie d'un processus de deuil. Vous êtes en train d'expulser les dernières choses qui restent de douloureuses. Et ça peut être long, parce que moi, il m'arrive encore de cauchemarder, mais c'est vrai qu'avec la psy, j'ai appris avec la psychologue comment finalement décoder ces cauchemars. Voilà, vous pouvez bien sûr continuer à le travailler en thérapie. Merci beaucoup en tout cas, et très bonne continuation à vous deux, à vous Christine, et merci Camille pour vos réflexions toujours très pertinentes. Je voulais aussi vous parler d'autre chose. Ah oui, mais là on va pas, là ça va être un petit peu long. Peut-être une autre fois, si vous le permettez Christine, parce que... Oui, je vais laisser l'antenne pour d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup. Oui, peut-être une autre fois, je vous propose de me rappeler, parce que là il y a beaucoup d'appels, donc on a déjà pris ce temps-là. Moi j'avais cette partie sur les cauchemars, mais si c'est un autre point, on pourra l'aborder à un autre moment alors, avec plaisir. Mais parce qu'il y a beaucoup d'appels là au 3921. Et si jamais il y avait des personnes qui voulaient me joindre, ma foi, vous pouvez leur laisser mon numéro de téléphone. Voilà. D'accord. Voilà. Bien, merci. Bonne soirée et merci encore. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Bonsoir Marina. Bonsoir Madame Caroline. Bonsoir. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir prise. Mais je vous en prie. Et je vous remercie à votre secrétaire aussi parce qu'elle est très gentille. Madame Caroline, ça fait des années que je vous entends. Et vous m'apaisez beaucoup, vous m'aidez énormément. Écoutez, tant mieux. Je vous appelle parce que j'ai beaucoup de problèmes avec mon fils. Que j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et le dernier, c'est un garçon, il a 42 ans. C'est quelqu'un qui m'a toujours posé quelques problèmes. Mais bon, je l'aime énormément. Il a toujours... On l'a aidé tant qu'on a pu. Et on a toujours supporté tout ce qu'on pouvait. Et là, depuis 3 ans, il est divorcé. Il s'est divorcé. Il a une petite fille. Cette petite fille, c'est nous qu'on l'a élevée. Oui. Mon mari, moi, et puis son père. Parce que, bon, mon ex-belle-fille, j'adore mes belles-filles. Ça fait 3 belles-filles que j'ai eues. C'est un peu compliqué à vous expliquer, Madame Caroline. Non, mais on va essayer de faire ça. Mais si vous l'avez élevée, c'est parce que... on va parler pas des 3 belles-filles, mais celle, de la maman de cette petite fille-là. Voilà. La maman de cette petite fille... Quand il a eu, il était très jeune. Elle n'avait pas 20 ans. Bon, mais peut-être qu'elle n'était pas faite pour être maman. Que même dès qu'elle est tombée enceinte, elle n'arrivait pas à supporter le bébé. Bon, il faisait que des cliniques, maison clinique. Mais bon, la petite, elle a fini par arriver à terme. Et puis quand elle est née, les médecins ils ont dit, écoutez, il ne faut pas que vous ayez d'autres enfants parce que vous n'êtes pas faite pour être maman et tout ça. Mais bon... Mais j'ai jamais voulu à mon ex-belle-fille parce que je me suis portée qu'elle était jeune. Bon, ils ont resté mariés pendant 10 ans avec mon fils. Donc, on s'est toujours bien entendu parce que, comme je vous dis, moi, j'adore mes belles-filles. Une fois qu'elles rentrent dans les familles,
j'essaie toujours de faire pour le mieux et tout va bien. Seulement, bon, ils se sont séparés. Une fois séparés, bon, mon fils était très très proche de nous, de son père et de sa mère, et de sa soeur, de son frère et tout. Et il était très très gentil. C'est quelqu'un de très ouvert et très gentil et tout ça. Il y a 2 ans, il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré une dame, elle n'est pas d'ici, soi-disant qu'elle est du Nord. Bon, il s'est passé quelque temps, elle travaillait et puis elle venait que le soir et puis un bon moment, elle finit par s'installer chez lui. Je l'ai pris par ma petite fille parce que vous savez, quand on est très proche de la petite fille, on a des liens. Et puis on se raconte beaucoup de choses. Alors tout ce que je savais, c'était pour la petite. Un jour, mon fils passe, et puis j'ai dit, bon, mais il paraît que tu as trouvé quelqu'un. Manu me dit, oui, mais je sais pas où je vais, mais je sais pas ce que je vais faire. Je dis, écoute, mais c'est toi qui vas, hein, mon fils. Bon, il habitait pas loin de chez moi, c'est moi qui l'avais trouvé une belle maison, et puis un jour, il passe. Pardonnez-moi de vous interrompre, votre fils habitait pas loin de chez vous, mais votre petite fille vivait toujours avec vous. Ils ont la garde partagée, Madame Caroline. C'est une semaine chacun. Une semaine le père et une semaine la maman. Ah, donc la maman s'occupait quand même de la petite fille. Oui, mais la maman, il s'est remariée aussitôt le divorce. Et puis, elle parce que vous m'avez dit que c'était vous qui l'aviez élevée, la petite. Oui, on l'a élevée. Mais bon, jusqu'à quel âge? Maintenant, elle va avoir 13 ans. D'accord. Donc vous l'avez élevée pendant les premières années? Oui, jusqu'à 8 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, jusqu'à 8 ans, parce que, enfin, elle venait tout le temps chez nous, et bien 2 fois on voulait l'amener chez eux pour qu'il couche, mais elle voulait pas coucher, elle voulait être qu'avec nous. Quoique mon fils, elle était un bon père pour la petite, je peux pas dire le contraire. Et sa mère la voyait l'autre semaine? Et sa mère, bon, c'est vrai qu'elle n'était pas faite pour être maman. Hein, non, mais peu importe. Mais elle la voyait quand même. Elle a toujours eu un contact. Oui, il voyait tout le temps. Vous dites en garde alternée. Voilà, ils ont garde alternée. Et jusqu'à maintenant, c'est tout ce que je dis à ma petite fille. Je dis, écoute, mon cœur, maman, on en a qu'une. C'est ta maman. Parce que vous savez, la petite, c'est plutôt vers le papa, parce que, bon. Oui, c'est une petite fille en même temps. Voilà, c'est une petite fille, oui. Mais maintenant, il s'est quand même rapproché un peu plus de sa maman et je suis vraiment contente parce que... Mais, Madame Caroline, c'est très long, mes problèmes. Mais vous savez, mon ex-belle-fille, elle n'est pas bien stable. Alors, 2 fois, bon, elle fait des crises. Elle est un peu malade, la pauvre. Hein. Et pas plus tard que l'année dernière, je la rencontre. Et puis, elle me dit, écoutez, je vais vous dire, elle s'appelle Manon. Je ne veux pas garder Manon. Je dis, mais pourquoi, Flo, tu ne peux pas garder Manon, c'est ta fille? Parce que je vais la donner à ton père, je ne veux pas garder tout. Je dis, écoute, fais pas une chose pareille, c'est ta fille, tu ne peux pas la nier comme ça. Et alors là, Marina, alors je vous ai interrompu parce que je me retrouvais pas très bien à savoir qui l'a gardée, si c'était vous, ses parents. Non, elle était chez elle cette semaine. J'ai compris. Et alors là, votre fils donc a rencontré une nouvelle compagne. Oui. Avec qui semble-t-il ça se passe pas très bien entre vous et elle. D'accord. Ça se passe pas très bien. Et depuis, ça se passe pas très bien non plus avec votre fils. Non. Oh là là. Vous savez, alors, vous vous êtes disputé même, je crois. Vous êtes disputé, je crois, avec votre fils. Alors, vous savez, donc, bon, j'ai essayé de faire du bien pour ma belle-fille. Bon, une fois que la crise est passée, le soir, elle rentre chez elle, et puis il m'appelle parce qu'elle voulait aller voir l'avocat et tout. Et j'ai dit, Flo, c'est ta fille, tu sais, t'as toujours fait de bêtises, mais maintenant la petite est grande. Il faut essayer de comprendre que vous le faites beaucoup de mal, c'est pas à faire, c'est pas à dire. Bon. Le soir, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, je vous remercie, tout, je change de vie, je vais pas aller voir l'avocat, je continue à garder la garde comme ça, voyez un peu. Donc, c'est tout le temps comme ça. Bon. Mais mon fils rencontrant quelqu'un, moi, je croyais que, bon, c'était... Ça pouvait être quelqu'un d'ordinaire, n'importe, même qu'il n'avait pas de travail, qu'il soit pauvre, vous voyez, ça n'avait pas d'importance. Et qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est-à-dire, pourquoi il a coupé les ponts avec vous? Parce que c'est ça le problème. Il se passe, voilà, parce que la première fois que je suis allée chez elle, bon, je suis arrivée et puis je trouvais que c'était une froideur. J'ai dit bonjour, elle me répond à peine. Oui. Et puis, bon, pas de mots ni rien. J'ai dit, bon, elle me connaît pas, c'est au début. Je suis repartie, je suis revenue chez moi. Et puis la petite, elle m'a dit, mamie, t'étais pas bien, mais écoute, mais faut pas faire attention, elle est comme ça. Bon.
Je suis revenue plusieurs fois parce que bon, elle rentrait que le soir. Donc moi, c'est pour vous dire, j'ai toujours été une bonne mère pour tous. Je préparais mon poulet, je préparais ma quiche, les gâteaux, ce que je pouvais, vous comprenez. Et je l'amenais chez lui. Bon, comme ça, qu'ils mangent ensemble et tout ça. Seulement, ils ont habité là-bas un an dans cette maison. Alors, jamais, pendant un an, jamais, chaque fois qu'on venait, mon mari ou moi, elle nous a dit, asseyez-vous, vous prenez un café avec nous, rien. Rien. Mais alors, ce qui fait que, c'est-à-dire, donc, comme vous ne voyez plus votre fils, vous ne voyez plus non plus votre petite fille? Alors, maintenant, je vois même pas ma petite fille. Et alors, bon, donc, mon fils, je dis, écoute, Manu, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même quelque chose que c'est pas normal. Moi, je sais pas. Alors, hein, tu viens quand tu veux, tu viens manger quand tu veux. Alors, il venait manger à la maison le lundi, le mercredi et le samedi. Mais la façon qu'il venait, il arrive, il prend sa apéro, il se met à table, il prend l'apéro, il mange et puis il s'en va. Jamais il a levé une assiette ni quoi que ce soit. Rien. Bon. Oui, mais ça, il faisait comme ça avant, j'imagine. Mais ça, je sais pas si c'était comme ça chez elle. Chez moi, c'est comme ça que ça s'est passé depuis le début. Je dis, bon, laissons passer. Même moi, Madame Caroline, je vais vous dire... Oui, mais Marina, il faut qu'on recentre un petit peu parce que moi, ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, c'est outre ces difficultés avec votre fils, c'est que vous ne voyez plus votre petite fille. Mais votre petite fille, elle habite à côté. Il habite à côté, votre fils. Et il a fait partir mon fils ici. Ils habitent à 1,5 km, mais c'est pas trop loin parce qu'il vient au collège à Beaumont ici. Donc vous pouvez la voir. Elle a 13 ans. Elle peut venir vous voir, elle. Mais écoutez, alors donc mon fils, il s'est passé un an là-bas et puis un autre an dans l'autre maison. Et là, ils ont décidé de se marier. Oui. Donc ils sont venus, ils m'annonçaient le mariage. Et alors ils étaient tous les deux. J'ai dit, écoute Manu, comment veux-tu que je puisse accepter un mariage comme ça, puisque ta future femme, elle parle pas, elle dit rien, elle mais ça, Marina, vous m'avez dit vous-même, votre fils, il a 42 ans. Oui. Vous pouvez pas lui dire avec qui il doit se marier. Mais bien sûr que je peux pas le choisir. Elle vous plaît pas. J'ai bien compris qu'elle ne vous plaît pas. Oui. Mais si vous lui dites ta foutue de femme, vous comprenez bien qu'après votre fils, il va pas vouloir vous parler, Marina. Oui, je comprends. C'est pas. Après, vous vous demandez pourquoi il coupe les ponts. Oui. Mais si vous mettez pas un peu d'eau dans votre vin, ça va pas bien aller. Bien sûr qu'elle vous plaît pas, je le comprends, mais c'est pas vous qui vivez avec elle. C'est sûr. Tout ça, je comprends. Mais tant que c'était qu'avec moi. Alors, il faut savoir ce que vous voulez. Parce que, non, mais Marina, qu'est-ce que vous voulez? Cette femme, elle vous plaît pas du tout, je la comprends. Je vous comprends. Je la comprends. Je vous comprends. Bon, il n'empêche que vous, c'est quoi votre priorité? C'est de voir votre petite fille et c'est de voir votre fils. Eh oui. Eh ben alors, écoutez, vous mettez un peu l'éponge dessus et puis, vous vivez pas avec elle, hein. Mais c'est pas ça, c'est que mon fils, donc il s'est marié, alors il était près de sa soeur, comme deux, ils étaient un. C'est pas pour vous dire, mais j'ai deux enfants. Il y en a un qui travaille du côté de Bordeaux. Il y en a ma fille qui est professeure, l'autre il est à la banque. C'est des gens qu'on est quand même élevés, et on aime les gens. C'est pas que je l'aime pas. Ce que j'aime mais pas, vous avez le droit de pas l'aimer. Vous avez le droit de pas l'aimer, hein, Marina? Non, mais c'est pas que je l'aime pas. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Je suis pour la paix et j'aime pas quand il y a des conflits entre les familles. Oui, mais Marina, peut-être que justement, jusqu'à présent, c'était trop, tout le monde s'aime, on doit s'entendre tous, c'est la petite maison dans la prairie. Oui. Mais parfois, c'est pas toujours comme ça. C'est vrai. Et peut-être que cette jeune femme, jeune ou moins jeune, elle a un autre vécu familial et que le côté un peu fusionnel, on est toujours tous ensemble, la famille avec la maman et tout ça, peut-être que ça lui plaît pas trop et qu'elle est un peu à distance. Donc après tout, chacun est différent, Marina. Plutôt que chacun se braque, il faut voir vous. Quel est votre objectif? Votre objectif, c'est pas vous fâcher avec votre fils, c'est au contraire maintenir un lien, puisque vous m'avez dit que vous l'adorez. Oui. Et cette petite fille que vous avez élevée jusqu'à ses 8 ans, vous y tenez beaucoup, et elle aussi, elle doit forcément tenir beaucoup à vous. Oui. Et vous savez, elle vous l'a dit, votre petite fille, quand vous êtes venu à la maison. Elle vous a dit, écoute, c'est comme ça, elle est comme ça. Vous voyez, elle sait, il a bien fallu qu'elle s'y fasse, et elle vous dit,
bon, écoute, prends les choses un peu comme elles viennent, parce qu'elle n'a pas envie de se couper de vous. Oui. Elle a envie que vous restiez dans sa vie. Donc, il faut, pour rester sa grand-mère et pour rester dans des relations un peu plus calmes et paisibles, ne vous affrontez pas avec cette femme. Et vous allez continuer comme ça à voir votre fils et votre petite fille. Mais je peux pas le voir parce que depuis qu'ils sont mariés, ça fait 2 mois et demi, il a coupé les ponts. Reprenez d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez toujours reprendre contact d'une façon ou d'une autre. Il a coupé les ponts parce que il a vu que vous n'appréciez pas du tout et vous avez su lui faire comprendre que vous n'appréciez pas sa femme. Donc finalement, c'est comme s'il devait faire un choix entre sa femme et sa mère. Alors comme c'est avec elle qu'il vit, il choisit sa mère, mais ça doit sa mère, il choisit décidément, il choisit sa femme. Tout à fait. Mais ça doit Caroline. lui déchirer le cœur. Oui. Alors Marina, il faut un peu mettre, je vous dis, un peu du vôtre et finalement pas vous rendre malade pour quelque chose qui pourrait être un peu plus simple. Non, mais je comprends tout ce que vous me dites. Et j'essaye de prendre sur moi seulement depuis qu'il s'est marié. Il parle plus à son frère, ni à sa belle-sœur, ni à sa sœur. Oui, mais parce que c'est une famille un peu clan, là. Voilà, et un peu toute clanique. la famille. Il a coupé les ponts avec tout le monde. Il n'est plus venu chez personne. Mais oui. Mais si toute la famille aussi lui renvoie que sa femme, elle est pas bien... Mais moi, Madame Caroline, je l'ai parlé 2 ou 3 fois. Oui, Madame Marina, mais bon, moi je vous dis, je peux pas, voyez, on va pas envoyer un médiateur au sein de votre famille. Je crois que vous êtes un peu l'axe central, on a cru comprendre, de la famille. Il faut un peu lâcher du lest. Je vais pas vous le répéter parce que ça va être lassant pour ceux qui nous écoutent. Il faut recentrer un peu sur vos priorités et puis peut-être dire écoute, on s'est un peu emporté les uns et les autres, l'important c'est que tu sois heureux et puis trouver une occasion pour l'inviter à déjeuner, à dîner, enfin quelque chose, faire un petit geste vers lui, un petit geste d'apaisement. Au bout d'un mois, j'ai essayé tout ça. Je l'ai dit à elle, je lui ai dit, écoute, il s'appelle... il faut réessayer. Je dis, écoute, Nathalie, je m'excuse pour tout ce que s'était passé. Tu sais très bien que je suis pas méchante. Tu sais très bien que je vous aime. Mais j'ai beaucoup de mal à accepter ton comportement. Ah, oui, mais vous en remettez une couche. Mais je sais pas comment il faut que je Marina, fasse. vous lui dites d'un côté, tu sais très bien que je vous aime et tout, mais j'ai beaucoup de mal à accepter ton comportement. Alors finalement, vous dites une chose et puis après, vous annulez l'autre. Alors peut-être que je me prends pas bien. Vous êtes un peu. Je crois que il faut. Vous êtes un peu perdu là dans la façon de faire. C'est-à-dire que vous. Bon, au fond, il y a des choses que vous n'appréciez pas chez elle, c'est comme ça. Vous la changerez pas, en tout cas pas en vous braquant l'une et l'autre. Il faut peut-être faire un petit geste voilà, comme vous l'avez fait, mais surtout, vous revenez pas sur ce qui fâche. Vous savez, Marina, il y a des sujets en famille qu'on évite. Souvent, c'est la politique, c'est la religion et tout ça. Donc là, vous allez éviter avec votre belle-fille de parler de son comportement. Et puis elle, de son côté, elle va éviter de parler de choses comme ça qui lui plaisent pas peut-être chez vous. Et puis, je dis pas que vous allez tomber dans les bras l'une de l'autre, mais vous aurez des relations cordiales. Voilà. Comme ça, voyez, sans trop, voilà. Il faut essayer, mais il faut pas, parfois, vous savez, toute vérité est pas bonne à dire, Marina. Il faut pas toujours être trop franche. Il faut essayer d'avoir des relations cordiales, sans plus, de façon à avoir des relations, continuer à avoir des relations tendres et affectueuses avec votre fils et votre petite fille. C'est ce qui compte pour vous. C'est ça qui compte pour vous, finalement, Marina. C'est ce qui compte pour... C'est ce qui compte pour vous, finalement. Hein. Voilà, c'est l'essentiel. Merci en tout cas, Marina, de votre appel. Au revoir. Bonjour, c'est Pascal Humeau. Europe 1 se mobilise après le tremblement de terre d'Haïti pour favoriser l'accès de la population à l'eau potable. Pour envoyer vos dons, rendez-vous sur europe1.fr. Avec la Croix-Rouge française, Europe 1 se mobilise pour la population d'Haïti. Rendez-vous sur europe1.fr. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.
Jusqu'à 1h, vous avez la parole sur Europe 1 en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par courriel sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait Baya qui réagissait au premier témoignage de Christine qui était divorcée depuis 3 ans et son ex-mari souhaitait qu'elle reprenne son nom de jeune fille. Jusque-là, il lui avait donné la possibilité de conserver son nom. Baya disait « Je suis entièrement d'accord avec Camille, le nom de jeune fille est celui qui compte. J'ai même ajouté le mien à mon nom de mariée, ça permet aux gens de me trouver sur certains sites internet. » Et Baya ajoute « Les Espagnols gardent toujours les 2 noms également. » Tiens, je ne savais pas ça. Et puis, il y a Frédéric à propos des rêves, puisque Christine faisait des cauchemars, elle, à propos de son ex-mari. Frédéric dit « Ma femme a demandé le divorce. Quelques années après, j'ai fait un rêve où je croisais ma femme sur un trottoir, sans que cela me touche intérieurement. D'ailleurs, je ne m'arrêtais même pas pour lui parler. Et là seulement, j'ai compris que mon problème, mes difficultés étaient finies. Et depuis, d'ailleurs, cela ne me fait plus rien de la voir, dit Frédéric. Alors, bonne chance à Christine. Des messages qui arrivent aussi au 7 21 21 code nuit, encore pour Marina qui nous confiait ses difficultés avec son fils. Oxalis dit il faudrait surtout laisser un peu d'air à ce fils. Inès dit attention quand on dit parfois je l'aime trop, trop d'amour est parfois difficile à supporter, ajoute Inès. Et on accueille maintenant David. Bonsoir David. Bonsoir et bonne année. Merci, bonne année à vous David. Oui, mais déjà je voudrais dire à Marina, l'auditrice précédente, oui. qu'effectivement, voilà, faut faire attention parce qu'effectivement, trop d'amour, des fois, tue l'amour, des fois ça fait un peu peur aux enfants. Oh, ça le tue pas, mais c'est compliqué, oui c'est compliqué parce que c'est dur d'être parent, hein, parce que c'est vrai qu'on dit attention si vous... magique. Et oui c'est dur parce que bon en même temps Marina s'est beaucoup attachée à cette petite fille évidemment qu'elle a élevée et puis c'est vrai que pour cette petite fille qui maintenant est une jeune fille de 13 ans, c'est important qu'elle continue à voir sa grand-mère qui est un personnage, une personne centrale pour elle hein, dans sa vie. Alors que là, il y a une belle-mère qui débarque dans sa vie qu'elle ne connaît pas. Bon, cela dit, il y a son père qui a toujours été présent. Et sa mère, quand même, hein, qui avait beau être jeune quand elle a eu. Moi, le côté, elle n'était pas faite pour être maman, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Elle a quand même toujours été dans sa vie, peut-être avec des difficultés, mais elle a quand même toujours été là. Il n'empêche que Marina est un personnage central, certainement, dans la vie de cette jeune fille. Donc, c'est important qu'il y ait ce lien. Mais vous parlez en tant que fils, hein, David, là, j'imagine, quand vous dites trop d'amour. Vous avez eu le sentiment d'avoir eu trop d'amour, vous, de la part de votre mère ? Trop de protection, peut-être. Trop de protection, ah oui. Oui, ouais, trop de protection. C'est vrai qu'effectivement, après, voilà, moi j'ai accepté d'être homosexuel depuis peu de temps. Oui. Et j'ai l'impression que je rattrape depuis quelques mois les années que j'ai pu perdre dans ma jeunesse et dans mon adolescence. Parce que vous avez quel âge ? 32 ans. 32 ans. 32 ans aujourd'hui. Donc. Aujourd'hui même ? Aujourd'hui même. Oh, bah, très bon anniversaire alors. Merci, c'est gentil à vous. Et c'est vrai que je rattrape le temps, du coup, maintenant. Voilà, comme je suis homosexuel, je vais voir beaucoup d'hommes, alors qu'avant, jusqu'à 29 ans, je n'avais rien vécu. Oui, ça veut dire que quand vous dites j'ai accepté d'être homosexuel, vous acceptez enfin, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. Jusque-là, vous n'aviez pas de vie amoureuse ? Non, pour moi c'était interdit. Oui, vous ressentiez une attirance pour les hommes, mais vous ne vous autorisiez pas. Voilà, parce que dans ma famille, homosexualité, on va reprendre des vieux clichés, mais sont encore toujours d'actualité, où homosexualité, c'est le sida, c'est bien fait pour eux. Ah oui. C'est plein de principes comme ça. Ah oui, pédophile, enfin voilà, je vais dire des gros mots. Des amalgames comme ça entre l'homosexualité et la pédophilie ? J'en ai encore dans les repas de famille, parce que comme je suis le dernier célibataire de la famille, tout le monde ne comprend pas.
mes parents le savent, mais toute ma famille ne le sait pas. Oui. Et mes parents ne veulent pas que ma famille le sache, parce qu'ils savent que ma famille, c'est, homosexuel égale pédophile, ainsi que les autres mots vulgaires qu'on pourrait employer, malheureusement, qui ne sont pas forcément associés. Et comment vous réagissez alors dans ces repas de famille où on confond l'homosexualité et la pédophilie, dont malheureusement on parle beaucoup puisque il y a eu beaucoup d'affaires de pédophilie. Vous comment Moi, j'estime que je dois prendre sur moi et puis par respect pour mes parents. Alors moi, c'est plus par respect pour mes parents. Je me dis, voilà, faut pas aller plus loin. Faut pas chercher à entamer une donc même pas relever ce qui est en fait une énormité, ce qui est une contre-vérité flagrante. Oui. Mais ça vous amènerait, vous avez peur que ça vous amène trop loin, que les gens vous disent mais pourquoi tu parles de ça, toi tu t'y connais sur la question ou des choses comme ça, enfin que ça mène à vous dévoiler. Donc vous ne relevez pas. Voilà, et personne relève d'autres? Il n'y a pas quelqu'un de plus informé qui pourrait dire vous dites n'importe quoi? Après, j'ai pas que mes parents, j'ai des cousines ou des tantes qui sont averties de ma sexualité. Oui. Mais personne ne relève par rapport à ça. Elles disent pas, laissez David tranquille. Il n'a pas de copine pour l'instant, mais voilà, parce que chaque repas, c'est David, quand c'est qu'il nous présente une copine. Mais non, mais David, jamais vous présente. Oui, ou qui pourrait leur dire, vous devenez un peu lourd avec vos questions. Ou ne serait-ce que quand ils font cet amalgame, dire, mais vous entendez dire les énormités, là, vous renseignez-vous, c'est pas de ça dont il s'agit. Elle pourrait relever au moins, à moins qu'elle-même fasse la confusion, remarquez. Oui, voilà. Mais après, ce que je veux transmettre aux plus jeunes que moi, parce que c'est vrai que dans le milieu homosexuel, on aperçoit très tôt qu'on est homo. Et ce que je veux transmettre, c'est au moins de dire, surtout quand on le sent, il faut savoir le dire. Parce qu'on s'accepte beaucoup plus, on vit les expériences qu'il faut quand il faut. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps, parce qu'après, ça fait du mal. On se fait du mal à soi-même. Moi, je vis depuis des années, je suis suivi par un psy. Oui. Par rapport à ça. Vous êtes allé voir un psy pour parler de cela, de votre difficulté? Pas au départ pour ça. D'accord, c'était pas au départ pour cela. Parce que je l'acceptais pas, même si je savais que je l'étais, mais je l'acceptais pas. Mais finalement, il a réussi à trouver, j'ai trouvé un psychiatre qui a réussi à m'amener sur ce chemin-là et qui a finalement fait que je m'accepte maintenant. Oui. Donc c'est important ça. Ah oui, c'est très important. Mais ça se trouve pas facilement. Il faut avoir une bonne compréhension en face, dans le dialogue, pour arriver à s'accepter. C'est pas évident. Et oui, mais ça prend... Ça prend du temps. Mais ça prend du temps, et le temps... le temps dont chacun a besoin, finalement, hein. Oui, vous a fallu ce temps-là, David. Alors évidemment, vous pouvez vous dire qu'est-ce que j'ai perdu comme temps, hein, c'est ce que vous dites, et vous rattrapez aujourd'hui le temps. Mais comme dit Petite Plume là qui envoie un message, elle dit c'est bien au fond de vivre enfin les périodes que vous n'avez pu vivre auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 32 ans, vous dites que vous avez plusieurs aventures, peut-être comme ce que vous auriez pu vivre en étant, je sais pas, à l'âge de 18-20 ans, ce que vit un adolescent, un jeune adulte. Je vais être violent dans mes propos, mais à 32 ans, contrairement à 20 ans, mais à 32 ans, j'ai presque l'impression, et je vais être méchant envers les hommes que j'ai pu rencontrer, sauf certains que j'ai aimés, mais après ceux que j'ai pas aimés, j'avais l'impression d'aller voir des prostituées, même si je les payais pas. C'est un mot très violent que j'emploie. Enfin, pour moi, c'est un mot très violent. Même si je les payais pas, pour moi, j'arrivais avec eux à ce que je voulais. Et c'est pas bien. Et j'estime que c'est pas bien. C'est-à-dire, vous aviez beaucoup de désirs, d'envies qui ont été contenus
pendant toutes ces années, que là, vous pouviez enfin vivre. Voilà. Hein, c'est un peu comme quelqu'un qui serait abstinent. Enfin, c'est pas comme un peu, c'est qu'il y a eu une abstinence forcée, c'est-à-dire forcée. Elle était réelle, c'est-à-dire que vous avez dit c'était interdit. Oui, voilà. Hein, il y avait un interdit par rapport à ça. Donc évidemment, lorsque dans votre tête ça s'est déverrouillé, vous vous êtes autorisé à vivre votre sexualité. Donc, il y a des personnes où il y a pu y avoir des sentiments et où d'autres, c'était uniquement des rencontres sexuelles où vous avez fait des expériences sexuelles. Bon, voilà. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'après, ce que je fais comprendre, c'est que c'est pas forcément évident à vivre. Parce que moi, je le vis très mal là, actuellement. Voilà, j'ai des relations. Pourquoi ? Parce que voilà, j'ai un ex-ami avec qui j'ai rompu. C'est la première fois que je rompais avec quelqu'un officiellement. Oui. C'est moi qui faisais le geste de rompre. Et c'est vrai qu'il a du mal à accepter même mon comportement actuel. Parce qu'il me dit... le fait que vous ayez rompu. Que j'ai rompu et que j'aille voir des hommes tous les soirs. J'arrive à trouver un homme et que je puisse aller tous les soirs à la droite ou à la gauche. Et ça, il a du mal à comprendre, parce que pour lui, il s'est dit, tu me trompes dans un sens. Mais comment est-il au courant de cela, que vous allez voir comment On a une relation d'amitié ensemble. Ah oui, mais vous devriez pas lui dire quand même. Vous pouvez avoir une relation d'amitié, mais pas lui raconter ce que vous faites de votre vie sexuelle. C'est même lui qui me demande, parce que oui, mais ne lui répondez pas. On va sur les mêmes sites internet et on se retrouve sur les mêmes sites. Et oui, mais ça fausse parce que lui, ça l'affecte, ça le touche. C'est-à-dire que vous pouvez le considérer comme un ami parce que vous n'éprouvez rien pour lui si ce n'est de l'amitié. Lui, s'il vous en parle, c'est, vous voyez, d'un ton un peu acide, c'est que ça l'affecte. Donc il ne vous voit pas seulement comme un ami. C'est vous qui l'avez quitté, il est assez amer de ça. Donc il vaudrait mieux dire oui, je vais sur des sites, mais en tout cas ne rien lui raconter de vos rencontres réelles. Oui, mais après c'est lui souvent qui me pose les questions. Oui, mais vous savez, comme quelqu'un qui est trompé, qui veut savoir, qui veut savoir ce qui s'est passé, mais de façon un peu masochiste, pour finalement se faire souffrir. Donc c'est pas parce qu'il vous demande que vous devez lui répondre. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu masochiste dans sa demande. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, et je pense qu'il faut lui dire c'est pas, je ne vois pas, ça concerne ma vie, et je pense que si tu veux qu'on reste dans le cadre d'une relation d'amitié, il vaut mieux que je préfère ne pas te répondre sur ce sujet qui concerne ma vie privée. C'était quelqu'un qui était très attaché à moi et j'avais peur qu'il fasse des bêtises parce qu'il a d'autant plus. Il est trop attaché à moi et puis il s'imaginait que je pouvais revenir vers lui. Et il vivait dans ce rêve-là. Et je me disais, je ne veux pas lui faire éviter de rencontrer des personnes qui seraient peut-être plus correspondantes que moi. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, tant pis, on va être violent, on va lui dire ça. Oui, mais enfin, il vaut mieux lui dire, moi maintenant, je n'ai plus que... Être violent ne sert à rien. Être clair, oui. Être violent, non. Il ne s'agit pas de brutaliser l'autre. Être clair en disant, moi, j'ai de l'amitié pour toi, mais je n'ai pas de sentiments, je n'ai plus de sentiments amoureux. Donc, tu n'as rien à attendre de moi sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire pour autant lui parler, lui donner des détails sur votre vie intime, parce que là, pour le coup, il ne s'agit pas non plus de lui faire du mal. Non, ouais. Vous n'avez aucune raison d'être apparemment blessant vis-à-vis de ce garçon. Non, c'est sûr. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Non, mais je vous remercie encore. Mais je vous en prie, David. Et vous faites une très belle émission. Merci beaucoup de votre confiance. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, David. Au revoir. Au revoir.
un message encore qui arrive, des messages qui arrivent pour David au 7 21 21 code de nuit. Petite plume dit la relation sexuelle pour la relation sexuelle n'est pas mal. Vous savez, c'est une énergie qui ne doit pas tourner à vide. Gabriel dit on ne peut être soi que lorsqu'on est sûr qu'il n'y a plus d'alternative. Et le subversif dit attention, vous ne rattrapez pas le temps perdu, il ne se rattrape pas, vous dévorez du rêve, prenez garde à l'indigestion de rêve, elle peut vous rattraper. Oui, c'est vrai que faire des expériences sexuelles, rattraper, c'était en cela que David parlait de rattraper de retard, pourquoi pas. Attention de ne pas tomber dans une espèce d'amertume, de déception, c'est-à-dire de déception qui peut conduire presque à un dégoût de soi-même parfois, parce que parler de prostituée, il y avait quelque chose où l'autre était un peu déconsidéré, ou à déconsidérer l'autre, on peut se déconsidérer soi. C'est un peu dans ce terme-là qui m'a un peu alertée. Sinon, faire des expériences sexuelles, pourquoi pas, hein, Alors, il y a Nelly, elle, qui envoie un courriel en disant « Bon anniversaire David, vous devez relever le défi de votre homosexualité et l'accepter sereinement, sans honte vis-à-vis de votre entourage, mais avec prudence et vigilance. » Gabriel nous envoie un mail pour dire un jour... entre parenthèses, mon père savait que j'étais homosexuelle. Je suis rentrée, il y avait un reportage à la télévision sur une affaire de pédophilie. En demandant de quoi il était question, mon père m'a répondu « C'est encore une histoire de pédé ». Ça m'a fait plus mal que n'importe quelle insulte d'un kidam, bien sûr. Pour la famille, ma meilleure réponse a été l'indifférence, voire la distance. Moins je vois ma famille, mieux je me porte. Les grands repas de famille, je ne sais pas ce que c'est. Ma seule famille, mon père étant aujourd'hui décédé, c'est ma sœur et ma mère, et les autres. Ma politesse m'interdit de dire ce que je peux leur balancer à la figure. Tant pis pour eux, je refuse de prendre sur moi, dit Gabriel. Alors, c'est vrai que David nous parlait du temps qu'il avait mis à s'accepter lui-même. Il y a des gens qui malheureusement sont dans un refus par peur, hein, souvent. Mais il faut savoir que parfois pour l'entourage proche, pour les parents notamment, ils peuvent avoir une réaction de rejet même, hein, je crois, utilisons ce terme. Qui peut s'estomper avec le temps, parce que le temps que, par exemple, dont parlait David, qu'il a mis à s'accepter, notamment grâce à sa thérapie, et parfois c'est pas le cas, hein, c'est pas forcément une thérapie qui aide, mais ça peut aider. Eh bien, les parents vont avoir à le faire eux aussi quand leur enfant va leur révéler son homosexualité. Donc, il faut parfois passer par cette phase où on peut pas toujours demander à des parents, dans l'immédiateté, de dire oui, d'accord, je l'accepte, je l'intègre, je l'accepte. Ça peut prendre un certain temps. Il y a des parents qui évidemment tout de suite vont parce qu'ils avaient perçu, ils avaient pressenti. Et puis il y en a d'autres pour qui ça va être un peu plus long, ce cheminement. En tout cas. Je rappelle que quand on aborde ce sujet, l'association Contact, qui aide aussi bien les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs à assumer ce qu'ils sont, à assumer leur homosexualité, et également les proches, l'entourage et notamment les parents. Donc vous pouvez les contacter sur www.asso-contact.org. Et on accueille maintenant Claudine. Bonsoir Claudine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous présente mes meilleurs vœux. Merci à vous aussi Claudine. Merci beaucoup. Très belle année. Et puis moi je voudrais vous poser quelques petites questions parce que voilà, je suis très très perturbée. Voilà exactement ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré une personne, un homme il y a 14 ans.
Donc nous avions été très proches, nous avons été amis. Et après d'être amis, nous sommes venus, on a été amants. Et cette personne-là, je l'ai très, très, très aimée. Je l'ai vraiment, c'était une personne qui comptait plus que tout dans mon cœur. On s'est séparés il y a 6 ans. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je ne pouvais pas savoir exactement ce que cette personne pensait. Je lui demandais s'il était séparé, s'il était marié, s'il était divorcé. Il me disait toujours qu'il n'était pas marié. Et un jour, nous avons eu donc un repas de famille. Et c'est ses cousines qui m'ont dit qu'il était marié à l'étranger, qu'il avait une femme. Et lui, il en a toujours démenti. Il m'a toujours dit que c'était pas vrai. Mais bon, force de lui demander, il m'a dit exactement la vérité. Il m'a dit, oui, je suis mariée, mais je n'ai plus rien avec mon épouse, qui m'a dit, il m'a même dit que c'était une vieille personne, qu'il avait une grosse différence d'âge et qu'il ne la voyait plus. Mais alors voilà ce qui se passe, c'est que moi, donc comme on s'était séparés il y a 6 ans, on s'est retrouvés l'année dernière au mois de septembre. Et nous avons renoué contact ensemble. Et ce qui fait, moi, je suis retombée encore plus amoureuse de lui depuis le mois de septembre. Mais cette personne-là, je n'arrive pas à savoir le fin mot. C'est quelqu'un qui est très, 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 très renfermé. Il ne parle pas. Il dit jamais je t'aime, jamais des petits mots doux. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. Donc je ne sais pas si je perds mon temps avec cette personne-là ou s'il faut encore que j'attende vraiment à savoir si vraiment je vais aboutir à quelque chose avec lui. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse. Moi, je suis perdue parce que c'est quelqu'un, je me suis attachée beaucoup à lui. Je l'ai aimé énormément et je l'aime encore. Et je sens que lui, pour lui personnellement, je pense qu'il n'y a pas le même retour par rapport à moi. Mais quand vous avez appris, il y a 6 ans, il y a une rupture, oui. Il y a 6 ans que vous aviez rompu, hein, c'est ça ? Oui. Quand finalement vous avez découvert qu'il était marié. Oui, j'ai découvert qu'il était marié. Bon, vous avez découvert par le biais de quelqu'un d'autre et puis il a fini par une cousine. Voilà. Hein. Bon, finalement, qu'est-ce qui fait ? C'était insurmontable pour lui le fait qu'il soit marié, qu'il vous ait menti, qu'il ne. Non, je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'il disait toujours que non, qu'il n'était pas marié. Il démentissait chaque fois quand je lui posais les questions. Oui. Mais pourquoi l'avez-vous quitté alors finalement ? C'est vous qui l'avez quitté. Il avait déjà un caractère un peu spécial. Oui. Bon, j'ai dit que de perdre mon temps avec lui sans aboutir à quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous attendez justement ? Parce que vous dites sans aboutir. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation ? Figurez-vous que, je lui ai posé la question il voulait se mettre en ménage avec moi. Il m'a dit non. Il m'a dit chacun chez soi. Il m'a dit c'est mieux comme ça. On se voit régulièrement, mais des fois quand je lui demande de rester avec moi le week-end, il me dit non. Il me dit carrément non. Il me dit non. Il me dit chacun chez soi. Alors, il veut avoir une relation et il veut être chez lui. Mais alors, vous ne vous voyez jamais le week-end ? On se voit, disons qu'on se voit le dimanche soir. Vous vous voyez à quel rythme à peu près ? On se voit, disons, 3 fois dans la semaine. Mm-hmm. Et il reste dormir avec vous ? Non. Jamais ? Non. Et des fois, je lui demande s'il veut rester avec moi. Je lui dis, fais-moi plaisir, reste avec moi. Il me dit, non, je rentre chez moi. Il a toujours une supposition de dire, non, je suis obligée de rentrer, j'ai mes médicaments, j'ai ci, j'ai ça. Bien sûr. Donc... des médicaments, il peut les amener chez vous. Oui. Est-ce que vous êtes allé chez lui ? Comment ? Est-ce que vous êtes allé chez lui ? Oui, bien sûr, oui. Oui. Donc il ne vit plus avec sa femme ?
Non, parce que sa femme, elle est au Maroc. Sa femme vit au Maroc. Oui. D'accord. Et justement, lui, il est parti au Maroc depuis le 12 novembre. Et il devait rester 1 mois et ça fait 2 mois qu'il est parti. Donc ça fait 2 mois que vous n'avez pas de nouvelles ou il vous contacte quand même? Il me téléphone tous les samedis. Oui, d'accord. Mais il y a samedi dernier, il m'a pas téléphoné. Oui. Et c'est moi qui l'ai appelé. Et j'ai eu une surprise. J'ai trouvé qu'il était très très arrogant avec moi. Ah bon? Ça lui plaisait pas que je l'appelle. Il me disait que le téléphone ne passait pas, qu'il y avait pas qu'il y avait des interférences dans le téléphone, qui n'entendait rien. Et moi, je l'entendais très bien. Donc, je ne sais pas quoi penser avec cette personne. Ben, c'est ça, c'est ce qui est embêtant. Vous semblez dire, Claudine, c'est que c'est un homme qui semble un peu avoir des zones d'ombre, qui peut-être qu'il a des choses à cacher au fond. Oui. Est-ce que il y a Brigitte qui dit, est-ce qu'il a une manière de montrer ses sentiments quand même si il vous dit peu de mots d'amour, mais est-ce qu'il est attentionné vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il est tendre? Oui, il est quand même attentionné. Hein. Quand il y a des fêtes, quand c'est mon anniversaire, il me fait des cadeaux. Des fois, il me dit des petits mots gentils, mais c'est très très rare. Mais vous voyez déjà que par rapport à votre projet, qui est vous aimeriez vivre avec cet homme, ça ne sera pas possible. Non. Il vous le dit clairement. Donc non. déjà, il faut renoncer à ça si vous continuez avec lui. Oui. Parce que moi, je me suis raccrochée tellement à cette personne. J'ai déjà été déçue dans ma vie. J'ai eu un mari qui était alcoolique. Je l'ai soigné pendant 6 ans. Et ça fait 3 ans que je suis veuve. Donc, j'avais repris avec lui pour penser qu'on allait faire une vie ensemble, qu'on allait être heureux et tout. Et je m'aperçois que c'est pas ça du tout. Ça vous rend malheureuse? Ah oui, très malheureuse parce que je l'aime énormément. Et je ne sais pas, on dirait qu'il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à dire au fond de lui ce qu'il y a, je ne sais pas. Moi, il m'a dit qu'il était parti en vacances pour des terrains parce qu'il a des biens où c'est qu'il allait pour ses terrains, pour vendre ses terrains, pour faire ses papiers en ordre. Et puis, je ne sais pas exactement si c'est vrai. Je me pose la question. Mais alors, cet homme, déjà, vous l'avez connu alors que vous étiez encore mariée. Oui. Et déjà, il vous avait beaucoup plu. Oui. Bon. Mais au fond, à ce moment-là, c'était pas possible parce que vous étiez mariée. Oui. Aujourd'hui, vous êtes veuve depuis 3 ans. Oui. Mais c'est lui qui, certes, il ne vit plus avec sa femme, mais il est toujours marié. D'ailleurs, il repart quand même au Maroc la voir. Oui. Et comme dit Carole, qui envoie un petit message là au 7 21 21, il n'est pas seul, il a une autre vie. Ben voilà. Il a quand même une autre vie, cet homme. Oui. Même si, il se passe plus rien de fait, parlons clairement, peut-être sexuellement, il a quand même des attaches. Bah oui. Il a des enfants, il a une famille là-bas. Oui, il a des enfants, mais il dit qu'il ne les voit pas. Toujours est-il, il est là-bas. Il devait rester 1 mois, il y est depuis 2 mois. Oui, et puis il y va assez souvent, hein. Dans l'année, avant, au début, il y allait 1 ou 2 fois, mais maintenant il y va 3-4 fois dans l'année, et puis c'est toujours des 2 mois qui restent, hein. Alors c'est assez souvent et assez répétitif, hein. Oui, donc il est quand même lié. Il ne vous ment peut-être pas quand il vous dit qu'il ne se passe plus rien avec elle, mais il a quel âge, lui ? Il a 62 ans. 62 ans, comme vous, hein ? Oui. C'est ça. Bon, il n'empêche qu'il ne peut pas vous inclure plus dans sa vie que vous ne le souhaitez. Oui. Alors, tout dépend ce que vous attendez, mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que vous êtes malheureuse dans cette histoire. Oui, je suis très malheureuse. Très malheureuse parce que Si ça finit par vous perturber, vous en attendiez beaucoup, oui. Oui, j'attendais beaucoup de choses de lui. Et je m'aperçois que il n'y a pas grand-chose qui se passe et
je donne tout mon temps pour lui, et puis je vois que il n'y a rien en retour, quoi. C'est-à-dire, votre vie, votre quotidien est beaucoup organisé autour de cet homme ? Voilà, oui. Est-ce que vous avez quand même d'autres centres d'intérêt en dehors de lui ? Est-ce que vous voyez des amis ? Est-ce que vous avez des sorties ? Et puis votre mes fils ? petites filles. Vous avez des amis, quelques amis ? Oui, j'ai des amis. Enfin, j'ai une amie qui habite dans la même maison que moi. Que on sort beaucoup, mais c'est lui qui me perturbe et puis qui m'épuise, parce que je tombe même dans la déprime des fois. Et qu'est-ce qui vous fait sombrer dans la déprime ? De ne pas pouvoir construire avec lui ? Voilà, de ne pas savoir vraiment ce qu'il veut faire exactement. Vous lui avez demandé ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous répond ? Il me dit que de toute manière que c'est comme ça, que ce sera pas autrement. Voilà, il vous répond. Il me dit qu'il m'aime. Oui. Mais il veut que ce soit comme ça. Il ne veut pas qu'on se mette ensemble. Voilà. C'est-à-dire il veut que me voir de temps en temps. voilà. C'est-à-dire qu'il a une, il a une vie par ailleurs, qu'il assez organisée, certainement assez construite. Il vous voit 3 fois par semaine. Oui. Donc il est heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des sentiments pour vous, mais il n'a pas besoin de plus. Oui. Et vous, vous êtes en attente, en demande affective, parce que au fond, ce qui est embêtant, c'est que du coup, il contrôle la situation. Oui. Vous voyez, c'est vous qui demandez, et lui, il vous dit non, voilà, moi c'est comme ça, et je peux pas donner plus. Oui. Et vous, vous attendez, vous prenez ce qu'il vous donne. Alors effectivement, si vous preniez ce qu'il vous donne et que ça vous fasse pas souffrir, très bien. Oui. Et que vous ayez une vie à côté agréable, remplie par ailleurs et qui vous satisfasse. Mais c'est pas le cas, parce que vous êtes dans la frustration. Non. Alors qu'est-ce qui vaut mieux ? Arrêter complètement de le voir, ou commencer à désinvestir et regarder ailleurs, et peut-être vous donner la possibilité, à votre âge, d'avoir une relation avec vraiment un homme à vos côtés. Oui, parce que des fois je lui dis, je sors, des fois quand je lui téléphone, je lui dis écoute, mais je lui dis ça comme ça pour voir la réaction qu'il aurait. Je lui dis écoute, je suis invitée, je sors, on m'a invitée à manger au restaurant, et puis après je vais danser. Il me dit t'as raison. Oui. Voilà, c'est tout ce qu'il me dit. Oui, parce qu'il ne peut pas vous proposer plus. Oui. Alors, donc moi je pense, Claudine, que je pense que cet homme, ça veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments pour vous, mais il n'est pas prêt à s'investir davantage. Et je reçois un message là de Brigitte qui dit que cette relation semble est très dissymétrique et risque de vous faire souffrir de plus en plus. Donc après c'est vos limites, hein. C'est-à-dire que si ça doit vous rendre malheureuse, il vaut peut-être mieux arrêter, ou en tout cas vous désengager. D'accord, oui. Oui, parce que je pense que ça n'aboutira jamais à rien. Et puis, comme il part assez souvent, donc je me retrouve assez souvent seule. Alors. Mais oui, finalement, vous êtes beaucoup dans l'attente, dans l'absence, et c'est très frustrant ça pour vous. Donc peut-être que vous devriez mettre cette énergie là, c'est pas du tout constructive, à sortir davantage, à avoir des activités ou à passer des annonces, ou enfin rencontrer un compagnon avec qui vous pourrez partager des moments. Pas vivre forcément ensemble tout de suite, mais en tout cas partager des moments, des week-ends, sortir, faire des voyages, aller danser, aller au restaurant, vraiment partager des bons moments. Oui, bien sûr, oui. Hein? Voilà, c'est pour ça je ne sais plus sur vraiment comment faire, parce que moi je me rends compte que je me raccroche de plus en plus à lui. Et avant Noël, là, j'étais très très mal, parce que j'étais vraiment en déprime. J'étais une semaine que j'étais vraiment déprimée. Je ne voulais plus manger, plus rien. Donc ça va pas, parce que si c'est pour vous rendre malade, ça va pas du tout. Oui.
Ce que dit le subversif, peut-être que vous êtes attaché à une ombre, vous avez projeté un fantasme de ce qu'il pouvait vous apporter, et que là vous êtes finalement plus prête à regarder la réalité. Alors c'est douloureux, forcément, cette réalité, mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer, plutôt que de rester dans l'illusion. Oui, d'accord. C'est ce que dit Francine aussi, qui envoie un petit courriel, qui dit, vous savez Claudine, vous avez nourri des espoirs infondés, à moins que vous n'acceptiez définitivement d'être la seconde. Courage à vous et tentez de regarder ailleurs peut-être. Oui, c'est très gentil. Et puis Nelly, elle est plus catégorique, mais bon, elle dit laissez tomber. Oui. Je crois qu'il faut... Voilà. C'est la meilleure solution. Je crois, vraiment, pour vous. Vraiment. Oui. Parce que si c'est pour souffrir, ça c'est pas la peine. Oui, parce que j'ai déjà assez souffert. C'est pour ça. Pensez à prendre soin de vous, la Claudine. Oui. Bon courage à vous. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, continuez pour vos émissions parce que c'est très, très bien. Merci, Claudine, de les faire vivre. Merci, Claudine. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, bonne soirée, Caroline. Merci, vous aussi. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Ava nous envoie un petit message pour David qui dit: David, homo ou hétéro, quand l'amour devient amitié, l'autre est prêt à mendier jusqu'aux confidences qui reflètent son exclusion, amertume à lui éviter. C'est très bien dit ça, Ava, et c'est très juste. Bonsoir Michel. Michel, vous êtes là ? Oui, bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, écoutez, moi j'ai une histoire très très compliquée et je pense pas que j'aurai le temps de vous expliquer. Si, vous allez voir. C'est presque la fin de l'émission. Si, on a le temps. Vous avez fait la connaissance il y a 2 mois d'un homme de 44 ans. Oui. Et vous avez... je vais avoir 64 ans au mois d'avril. 20 ans de plus, voilà. Oui. Et bon, j'étais déjà malade, je suis en pleine dépression. Chez moi, c'est devenu chronique, m'a dit mon docteur. C'est tous les ans, à partir du mois de septembre, tout l'hiver. Je suis mal comme tout. Et bon, j'ai connu ce jeune homme et j'ai voulu le faire monter chez moi un jour, un après-midi, qui faisait très très froid, pour qu'il soit au chaud. Pourquoi ? Parce que c'était quelqu'un qui était à la rue ? Écoutez, au début, c'est ce que j'ai pensé, parce qu'il se promène toujours avec son sac à dos rempli avec toutes ses affaires de toilette et tout. Et je n'arrive pas à savoir... il voulait pas me dire s'il avait une adresse ou quoi. Et finalement, il me dit qu'il a un studio, mais bon, depuis le temps qu'il est là, il n'y va pas beaucoup. Ou alors il y va, mais bon, comme moi je ne sors pas, je ne sais rien. Mais ça veut dire qu'il vit chez vous depuis 2 mois ? Voilà, il vit chez moi. Il vit chez moi parce que moi, je n'ai même pas le courage de me faire à manger. Alors, il s'en va dans la journée, il dit qu'il a des papiers à faire et tout. Et quand il revient, il me fait à manger, mais que le soir, parce qu'à midi, il n'est pas là. Moi, je vis complètement à l'envers. Je n'arrive pas à dormir la nuit, même avec des somnifères. Je dors dans la journée. Et moi, je suis tombée amoureuse de lui et je lui ai fait comprendre, parce que je l'ai fait partir 3 fois quand même. Le matin de bonne heure, je l'ai réveillé, j'arrivais pas à dormir parce que bon, moi j'ai un petit appartement, je n'ai qu'une chambre. Alors il dort dans mon lit, il se tourne de l'autre côté, mais il n'y a rien du tout entre nous. Il me dit vous, il me dit qu'il me respecte, mais dès le début il m'a dit vous pouvez me dire tu. Vous n'avez pas peur, Michel, dites-moi. Pardon ? Vous n'avez pas peur quand même de faire... Enfin bon, là il se trouve que vous êtes tombé sur quelqu'un avec qui ça se passe bien, mais vous vous rendez compte, vous faites monter quelqu'un comme ça chez vous que vous ne connaissez pas, vous êtes une femme seule, vous auriez pu être agressée déjà. Oui, je sais, surtout que en plus au début... Vous ne vous rendez pas compte les risques que vous prenez déjà, d'une part. Oui. Et puis cette relation...
Enfin, vous dormez dès la première nuit. Il a dormi dans votre lit? Non, pas la première nuit, parce que il avait soupé avec moi. C'est lui qui me l'a proposé. Il m'a dit, ça vous ferait plaisir que je reste à manger avec vous. Je prépare la cuisine. Moi, je vous fais la cuisine. Je vais acheter à manger et je vous fais la cuisine. Bon. Mais après manger, il s'est endormi sur la table et j'ai eu un mal fou de le réveiller parce que il m'a dit allez vous coucher. Moi à 6h du matin je partirai et je vais pas vous voler. Hein. Alors bon, j'ai réussi à le réveiller quand même. Il est parti. Mais la deuxième fois, je lui ai dit t'es fatigué, va t'allonger. Il me dit je peux. Et alors depuis ce jour-là, ben voilà. Et encore plus si je vous dis ça. Au bout d'un petit moment qu'il me connaissait, il me dit j'ai quelque chose à vous demander, je suis gênée et ça me gêne, mais est-ce que vous pourriez me prêter de l'argent? Bon, pas beaucoup, 10 €, après ça a été 20, après ça a été un peu plus, et puis ça a monté à une somme que finalement, moi j'ai une toute petite retraite, et là oui j'ai eu peur. Mais non, il me les a rendus, pour ça il est très honnête. Encore ce mois-ci, je m'en ai prêté. Combien? Combien? 180 €. Non, mais ça va pas, Michel. Mais je sais que ça va pas. Michel, mais vous êtes suivi là pour vous voyez votre médecin, hein? Vous dites c'est votre médecin qui vous suit? Oui. Pour cette dépression? Bon. C'est votre médecin généraliste? Oui. Bon. Est-ce que parallèlement à ça, il vous donne un traitement, mais est-ce que vous avez un lieu pour parler un peu? Non, pas du tout. Bah oui, mais il faut vous faire aider. Mais oui, mais Michel, il faut y aller, parler. Parce que là, voyez, vous êtes tombé amoureux de cet homme. Vous êtes tombée amoureuse, mais parce que vous avez besoin surtout de quelqu'un, d'une présence. Vous avez besoin. Exactement. Mais oui, vous êtes seule, complètement vous seule. Vous sentez seule, donc vous avez vu cet homme qui errait un peu dans la rue, et au fond, ça vous a fait penser à vous. Vous avez un toit sur la tête, mais vous êtes très seule aussi. Exactement. Donc vous lui avez ouvert la porte. Alors il se trouve que tant mieux, c'était pas quelqu'un d'agressif, mais ce faisant, vous prenez aussi des risques, voyez, parce qu'au fond vous êtes très malheureuse et du coup vous savez plus très bien où vous êtes. Il faut vraiment que vous alliez parler de cette souffrance là, parce que c'est pas que la saison. Alors comme dit Oxalis, il y a déjà elle dit les jours rallongent déjà, hein, Michel, ça commence en janvier à rallonger, vous allez vous sentir un peu mieux, mais c'est pas qu'une dépression saisonnière, il y a certainement quelque chose d'une souffrance plus profonde. Oh non, mon docteur m'a dit que c'était chronique. Mais vous savez, le côté chronique, moi, c'est d'autant plus chronique qu'on n'en parle pas. Alors c'est vrai que ça devient chronique quand on dit oui c'est chronique parce que finalement on a une souffrance qui est en soi, qui est tapie, et puis on n'en parle pas et on reste des années comme ça et puis on se dit on peut rien faire et on devient fataliste. Mais votre médecin il a dû le faire et on peut tout à fait en sortir. Je vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, Michel, mais il faudrait que vous vous sentiriez déjà un peu moins seul, d'avoir un endroit où vous pourriez déposer toute votre tristesse, toute votre peine, tout ce qui est si lourd à porter. Oui, parce que j'ai un fils qui a son âge et je le vois jamais aussi. Mais oui, il y a tout ça. Donc cet homme, il vous a éveillé plein de choses en vous. Mais c'est vrai que ce faisant, vous vous exposez, comme dit Prune, à de graves dangers. Bon, alors là, ça va qu'il n'est pas agressif, mais ça va pas lui donner de l'argent, ça va pas... Il faut qu'il rentre chez lui, cet homme. Il faut qu'il rentre chez lui, il faut que vous repreniez les clés, que vous changez de serrure et que vous preniez vraiment en compte votre souffrance. Il faut que vous demandiez les coordonnées comme vous l'a indiqué votre médecin, Michel. Que vous alliez parler, il n'y a rien de vraiment chronique dans la dépression. Je vous assure que parler de ce qui vous met vraiment en peine, vous allez voir qu'il va y avoir un mieux. Vous vous sentirez déjà beaucoup moins seul comme ça, enfermé entre vos quatre murs. Mais il faut vraiment, des TS et tout. Mais il faut parler. Restez en ligne. Je vous reprends en antenne. Restez en ligne.